Nous continuons l'exploration des menus Sony. Après caméra 1, caméra 2, je vous propose après le générique d'étudier le menu Options ou le menu jaune. Nous allons voir en détail ce qu'il comporte et expliquer du mieux possible les réglages qu'il va nous permettre d'apporter à l'appareil photo et les modifications que cela va influencer. Bienvenue dans ce menu Options, page 1 sur 7. Nous commençons tout de suite par le menu Luminosité écran. Donc comme son nom l'indique, luminosité écran va nous permettre de modifier la luminosité de l'écran. Donc si l'on rentre dans son menu, on voit que l'on a une luminosité manuelle ou temps ensoleillé. Donc moi je vous propose de rester en mode manuel parce que ça va vous permettre de modifier la luminosité de l'écran, sachant qu'à 90% vous ne modifierez jamais la luminosité de l'écran. Il vaut mieux rester en mode manuel parce que le mode temps ensoleillé va vous augmenter la luminosité de l'écran, mais aussi va impacter sur la durée de vie de la batterie, puisque effectivement, plus vous allez avoir besoin de luminosité sur votre écran, plus ça va pomper sur la batterie et moins la batterie durera longtemps. Ensuite, nous revenons en arrière, luminosité du viseur. Là, c'est pareil, on a deux options qui s'offrent à nous. Donc on nous demande de regarder dans le viseur pour modifier la luminosité, mais évidemment, puisque c'est le viseur que l'on va modifier, je vous laisse libre cours aux réglages qu'il vous importe d'utiliser. Température, couleur, viseur. À ce niveau, vous allez modifier la température de couleur du viseur, comme son nom l'indique, mais attention, cela peut avoir un effet néfaste sur la colorimétrie, la balance des blancs. Effectivement, si vous mettez un autre réglage que celui par défaut, la température de la balance des blancs risque d'être impactée au niveau du viseur lorsque vous allez regarder dedans en ayant modifié la température de couleur. Aide affichage gamma. Alors à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement pour le mode vidéo, malgré qu'il n'y ait pas la petite icône à gauche. Là, on va impacter le réglage au niveau des S-Log, donc uniquement en mode vidéo. Personnellement, vu que je n'utilise pas le mode vidéo, je ne vais pas rentrer plus en détail. Mais sachez qu'à ce niveau-là, vous allez avoir un renforcement du contraste par rapport au S-Log que vous allez utiliser. Réglage du volume. Et bien là, tout simplement, on va vous demander de mettre le niveau sonore avec lequel vous voulez lire les vidéos que vous avez enregistrées sur le boîtier. Plus vous allez monter le chiffre, plus la vidéo que vous allez lire va être forte au niveau volume sonore sur le boîtier, et plus vous allez descendre, plus elle va être faible. Confirme, efface. Alors là, c'est très important, et à ce niveau-là, je vous conseille fortement de ne pas toucher ce réglage. Parce que lorsque vous allez appuyer sur la touche corbeille, vous allez tomber directement sur un menu. D'ailleurs, on va sortir et on va faire l'expérience. Donc je sors du menu. Voilà, j'ai une photo qui se met à l'écran. J'appuie sur la touche corbeille. Et là, vous voyez, par défaut, je suis au niveau annulé en surbrillance. Ce qui veut dire que si je modifie le réglage, je peux mettre ou annuler ou supprimer. Mais attention, parce que si vous avez la bougeotte facile, vous pouvez double-cliquer sans vous en rendre compte sur le bouton. Si vous avez choisi supprimer, vous risquez de supprimer une photo malencontreusement. Donc je reviens sur le menu, là je vais faire annuler. Voilà, donc vous voyez, on a bien annulé ou effacé. On a annulé entre guillemets par défaut à côté, ou effacé entre guillemets par défaut. Donc là vous pouvez choisir de mettre effacer directement, ce qui vous permettra de gagner 2 secondes 35. Mais attention, ces 2 secondes 35 de gagner peuvent être fatidiques par rapport, encore une fois, à une photo que vous êtes en train de lire. Méfiance à ce niveau-là. En ce qui me concerne, je laisse sur Annuler. Menu Options, page 2 sur 7. Qualité d'affichage. Eh bien, cela permet de définir la qualité d'affichage aussi bien dans le viseur que sur l'écran. Une qualité élevée vous donnera une meilleure définition de ce que vous voyez dans l'écran ou dans le viseur, mais attention à la batterie. Si vous mettez élevé, cela pompera d'autant plus sur la batterie que si vous mettez sur standard. Mais encore une fois, la qualité ne vaut-elle pas un petit peu une dépense supplémentaire d'autonomie de la batterie? HDBU Econ Energy. Alors là, c'est tout simplement le fait de pouvoir paramétrer la mise en veille automatiquement de votre appareil photo au-delà d'un certain temps écoulé. Moi, par exemple, ici, j'ai réglé ma mise en veille automatique à 1 minute. Donc vous pouvez voir qu'on peut monter à 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes, ou 10 secondes. Là, c'est en fonction de votre utilisation, comme bon vous semble. Temp hors tension auto. Alors là, je vous demanderai d'être attentif à ce que je vais vous dire, parce que temp signifie température de mise hors tension automatique de l'appareil photo.
C'est-à-dire que si votre capteur ou votre microprocesseur atteint une certaine température, l'appareil photo va se mettre en veille automatiquement. C'est très important parce que si vous mettez sur élevé, la température sera beaucoup plus élevée évidemment que sur standard, mais si vous ne faites pas attention, cette température peut détériorer votre capteur ou votre microprocesseur à l'intérieur du boîtier, ce qui pourra avoir un effet néfaste. Sélection NTSC PAL. Alors là, ça va concerner surtout ce qui est lecture de vidéos, et ça va aussi concerner le mode d'enregistrement de vos vidéos. Parce que vous allez pouvoir affecter un nombre d'images supplémentaires à l'enregistrement vidéo si vous mettez sur NTSC. Concrètement, cela n'aura pas une grande influence sur le visionnage des vidéos en PAL. Par contre, il se peut que lorsque vous branchez votre appareil photo sur un téléviseur et que vous ayez sélectionné NTSC, vous ayez des difficultés à visionner les images ou les vidéos. C'est tout simplement du fait que vous avez mis sur NTSC à ce moment-là. Sachant qu'en France, on est à la norme PAL en ce qui concerne les téléviseurs. Mode nettoyage. Eh bien écoutez, comme son nom l'indique, c'est un mode qui permet de nettoyer le capteur. Alors, c'est un nettoyage mécanique, mais grâce à ce mode, vous allez pouvoir effectuer un nettoyage manuel. Effectivement, si on rentre dans le menu mode nettoyage, vous voyez, vous avez annuler ou entrer. Donc si vous cliquez sur entrer, l'appareil photo va se mettre à vibrer pour enlever les poussières qui sont potentiellement sur le capteur, et il va vous donner la main ensuite pour pouvoir nettoyer de manière manuelle le capteur. Il faut impérativement passer par ce mode de nettoyage pour pouvoir nettoyer son capteur, parce que là vous allez verrouiller le capteur et la stabilisation IBIS. Si vous ne le faites pas, votre capteur va bouger quand vous allez effectuer la manipulation de nettoyage du capteur avec les pinceaux, et vous risquez d'endommager encore une fois la stabilisation, ce qui serait dommage. Fonctionnement tactile. Bien là, comme son nom l'indique, on va simplement permettre de valider le fonctionnement tactile de l'écran arrière ou non. Donc là, c'est on ou off. Si vous êtes sur on, le fonctionnement tactile de l'écran arrière fonctionnera. Si vous êtes sur off, il sera inhibé. Écran pavé tactile. Alors là, si l'on entre dans le menu, c'est un menu à la Sony, encore une fois. Vous allez pouvoir activer le fonctionnement tactile aussi bien en mode viseur qu'en mode écran. Vous pouvez voir que j'ai validé écran plus pavé tactile. Ce qui veut dire que j'ai la possibilité de modifier mon point d'autofocus manuellement en appuyant avec un doigt sur l'écran arrière et en sélectionnant l'endroit où je veux que la mise au point soit faite. Si je mets mon œil au niveau du viseur, eh bien j'aurai toujours cette fonction activée. Par contre, si je choisis unique écran tactile, cela signifie que le mode tactile ne sera disponible que lorsque je ferai une composition avec l'écran arrière. Je pourrai déplacer avec un doigt la zone de mise au point à ce niveau-là. Si je clique sur unique pavé tactile, je pourrai toujours modifier ma zone de mise au point, mais seulement cela ne sera visible que lorsque j'aurai l'œil dans l'œilleton. Réglage pavé tactile. Ici, on va rentrer dans le sous-menu et vous pouvez voir que l'on va paramétrer le fonctionnement de la fonction tactile. Fonction en orientation verticale. On, ça veut dire que vous allez pouvoir passer votre appareil photo du mode portrait au mode paysage et garder la fonction tactile activée, aussi bien dans un mode que dans l'autre. Mode position tactile. Alors, position absolue, là si on rentre dans le sous-menu, on a position absolue ou position relative. Concrètement, je vois pas trop de différence entre les deux. C'est simplement une définition un petit peu plus fine au niveau de la position du curseur lorsque vous le déplacez avec le doigt. Et zone d'utilisation de l'écran tactile, eh bien comme vous pouvez voir, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. En ce qui me concerne encore une fois, j'ai choisi un quart droite. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir accès à tout l'écran lorsque vous êtes l'œil dans le viseur. De toute manière, votre joue va vous gêner. Donc simplement le fait d'activer le quart droit vous permettra avec votre pouce de bien manipuler la position de mise au point sur l'écran arrière et de manière confortable. Après, vous pouvez choisir la zone que vous voulez. Le mode démo ne nous concerne absolument pas, c'est un mode de démonstration de l'appareil photo lorsqu'il est chez le revendeur, en démonstration, comme son nom l'indique. Donc pour nous, ça n'a aucun intérêt, aucun effet, aucune utilité d'en parler. Réglage TC-UB. Alors là, c'est pour le mode vidéo uniquement. Et je dis bien pour le mode vidéo uniquement, et uniquement à destination des vidéastes chevronnés. Parce que là, vous allez rentrer dans un mode vidéo bien particulier qui va vous permettre de caler des informations plus précises dans la vidéo pour les montages. Commande à distance IR. Eh bien, c'est tout simplement le fait de pouvoir dire à l'appareil photo s'il autorise ou pas une télécommande infrarouge à activer ou non les déclenchements via la télécommande. Réglage HDMI.
Ici, cela va vous permettre de définir les réglages lors de l'enregistrement vidéo en XAVC 4K. Cela va vous permettre de basculer la visualisation des informations sur l'écran arrière à un écran déporté externe. Donc on peut regarder un petit peu de quoi il retourne. Encore une fois, ça s'adresse aux vidéastes qui sont certainement beaucoup plus calés que moi pour en parler. Donc voilà, je vous montre juste le sous-menu. On va pas rentrer dans les détails. Ça sert à rien de nous perdre. On est déjà suffisamment perdu par les autres menus comme ça, sans en rajouter. Menu options, page 4/7. Sélecteur de sortie 4K. Alors encore une fois, c'est pour le mode vidéo uniquement. Cela va vous permettre en mode vidéo de définir l'enregistrement et la lecture de films 4K sur un enregistreur externe, compatible évidemment avec la 4K. C'est en lien avec le réglage précédent. Ça s'adresse, comme je viens de le dire, uniquement aux vidéastes. Donc si vous êtes vidéaste et que vous regardez cette vidéo, je ne pourrai pas vous en dire plus parce que je ne suis pas vidéaste, je suis que photographe. Et d'autres personnes beaucoup plus calées que moi vous expliqueront certainement mieux que moi ces réglages et à quoi ils servent concrètement. Connexion USB. Alors ici, connexion USB, il y a un sous-menu et vous pouvez voir qu'on a 3 choix. Ou auto, ou stockage de masse, ou MTP. Ce réglage nous permet de définir le mode de connexion USB de l'appareil photo. En mode auto, c'est l'appareil photo qui gère la connexion USB. En mode stockage de masse ou MSC, cela permet d'établir des protocoles entre l'appareil photo et des unités de stockage externes, genre clé USB ou disque dur, etc., etc. Ou alors le réglage MTP, Media Transfer Protocol. Ce sont des protocoles développés par Microsoft pour les appareils USB. Ils permettent de synchroniser les contenus sur les supports numériques entre eux, mais aussi à faciliter la stabilité du transfert des fichiers multimédia et des métadonnées entre les appareils. Concrètement, là, tout dépend de comment vous allez connecter votre appareil photo. Si vous connectez votre appareil photo avec le logiciel sur l'ordinateur, il vaut mieux mettre en MTP. Cela facilitera la connexion et la liaison entre l'ordinateur et l'appareil photo. Pour le stockage de masse, comme son nom l'indique, si vous connectez votre appareil photo à une clé USB ou à un disque dur externe, il faut mettre sur stockage de masse parce que le transfert des données sera beaucoup plus stable et beaucoup plus précis. Réglage USB LUN, multiple ou unique pour le sous-menu. Ici, ce réglage nous permettra d'améliorer la compatibilité en limitant les fonctions de la connexion USB. Ce qui veut dire que lorsque l'appareil photo est relié à un ordinateur ou à un périphérique USB et que vous avez du mal à établir une connexion entre ces deux appareils, il vaut mieux mettre ce mode en unique. Vous aurez une meilleure stabilité pour connecter votre appareil photo à l'ordinateur. Alimentation USB. Ici, tout simplement, on va pouvoir permettre le rechargement de son appareil photo via un port USB. C'est-à-dire que si vous branchez votre appareil photo sur un ordinateur avec une prise USB, il va se recharger. Alors je vous rassure tout de suite, il ne va pas se recharger en une demi-heure. J'ai fait des tests et il me faut quasiment 24 heures pour charger mes deux batteries de type NFZ 100. Je vous laisse imaginer la capacité à utiliser l'appareil photo via ce mode. C'est vraiment très particulier. Après, effectivement, cela peut prolonger la durée de vie des batteries si vous êtes en studio avec des batteries NFZ et une poignée grip. Cela va d'autant plus agrandir la durée de vie des batteries et vous permettre un travail beaucoup plus long que si vous aviez que les batteries. Langue. Bon ben là, comme vous pouvez le voir, c'est le langue dans lequel va discutailler votre appareil photo avec vous. Là, j'ai mis le François pour que ça cause mieux, pour que je comprends mieux. Et déjà qu'en François, j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce qui cause. Donc là, je vous invite à mettre français quand même, c'est beaucoup plus pratique, même si les menus Sony sont assez imbuvables. On est quand même plus clair. Réglage date-heure. Pas de mystère, ça nous permet de régler la date et l'heure par rapport à l'enregistrement des prises de vue et des vidéos. Menu, options, page 5/7. Réglage zone. Ici, ça va juste vous permettre de régler la zone du fuseau horaire dans laquelle vous vous trouvez et ainsi de pouvoir gérer heure d'été, heure d'hiver, sans trop de prise de tête, rien de bien compliqué. Information IPTC. Alors là, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que cela vous permet de créer des métadonnées et de les exporter sur carte mémoire. Cela concerne les droits d'auteur concernant les images ou les vidéos capturées. Concrètement, grâce à ces informations, vous allez pouvoir rentrer dans un fichier toutes vos données et ainsi pouvoir jouir pleinement
du droit d'auteur par rapport au support que vous avez enregistré et que vous allez diffuser. C'est une option assez importante pour les pros ou les semi-pros, parce que là, concrètement, lorsque vous allez enregistrer vos photos, cela va enregistrer en parallèle ces informations IPTC. On ne pourra pas vous refuser les droits d'auteur puisque vous avez un fichier qui est joint avec la photo et dans lequel on a toutes les informations de votre société ou de votre activité. Information copyright. Bon bah là c'est tout simplement le fait de pouvoir inscrire en métadonnées dans la photo ou dans la vidéo votre copyright. Vous pouvez mettre ce que bon vous semble. Si on clique dessus, vous voyez, on a inscription info copyright. Donc là c'est sur off parce que personnellement j'ai pas de copyright à mettre. On a définir photographe, donc vous allez pouvoir mettre votre nom ou votre pseudo, etc. Définir le copyright. Donc si l'on va dessus, on va pouvoir, vous voyez, encore une fois, mettre votre pseudo ou votre nom en plus de l'option du dessus. Personnellement, j'en ai pas l'utilité, donc je mets annuler. Affichage, info copyright, là c'est la récapitulation des informations que vous avez rentrées et de ce qui va se trouver en métadonnées sur vos supports, sur vos fichiers multimédia. Inscription numéro de série. Et bien là, c'est encore une fois pour vous assurer que les photos que vous avez diffusées ont non seulement votre copyright, mais aussi ont le numéro de série de votre appareil photo. Ça peut être utile, si vous faites voler votre appareil photo, d'avoir le numéro de série inscrit en métadonnées dans vos fichiers RAW, parce que là, vous avez une preuve par rapport aux forces de l'ordre pour dire, effectivement, cet appareil photo était bien le mien. Voici mes informations de copyright et mes informations au niveau de mon numéro de série d'appareil photo. Formater. Bon, bah là, comme son nom l'indique, vous allez formater les supports carte SD. Réglage, support, enregistrement. Et bien là, on va choisir en fonction des cartes SD qui sont stockées dans l'appareil photo, ce dont pourquoi elles sont destinées. Vous pouvez voir ici qu'en support 1, j'ai choisi d'enregistrer uniquement mes photos, et en support 2, j'ai mes photos et potentiellement des films. Le sous-menu vous permet de choisir prioritairement le support d'enregistrement. Donc là, on peut voir que j'ai emplacement 2, donc on va modifier tout de suite l'emplacement, on va se mettre à emplacement 1. Voilà. On a mode d'enregistrement, donc enregistrement simultané. Vous voyez qu'on a plusieurs sous-menus qui s'offrent à nous. Et ces sous-menus sont assez parlants, il n'y a pas besoin d'explication outre mesure. Enregistrement simultané en mode photo, eh bien ça enregistre les photos aussi bien sur une carte que sur l'autre. Vous les trouverez sur les deux cartes. Enregistrement simultané en mode vidéo, c'est pareil, vous trouverez vos vidéos sur les deux supports. Enregistrement simultané photo, vidéo, bon bah là concrètement, que vous fassiez de la photo ou que vous fassiez de la vidéo, vous retrouvez aussi sur ces deux supports simultanément vos photos et vos vidéos. Séparer RAW JPEG, alors ça peut être intéressant, notamment lorsque vous faites des événements, d'avoir d'un côté des fichiers RAW, de l'autre des fichiers JPEG, parce que comme ça, on n'a pas toujours le temps de développer ces fichiers RAW et au moins on a le fichier JPEG à disposition, ce qui peut être pas mal pour certaines situations. Et ensuite on a séparé JPEG RAW, bon bah là c'est l'inverse du dessus, on choisit simplement encore une fois en fonction de la carte mémoire qu'on a dans l'emplacement, si elle reçoit du JPEG ou si elle reçoit du RAW. Alors menu options, page 6/7, réglage, fichier, dossier. Donc ici on va pouvoir personnaliser les dossiers dans lesquels vont être stockés les fichiers multimédia de notre appareil photo. Donc comme vous pouvez le voir, numéro de fichier, donc c'est tout simplement le fait de pouvoir incrémenter les photos, c'est-à-dire que photo 1, photo 2, photo 3, etc. Mais on va pouvoir définir le nom de nos photos, et là vous pouvez voir que si j'appuie dessus, vous voyez, on a en SRVB un nom de fichier qui est bien défini, et en Adobe RVB, on a un autre nom de fichier qui est différent du premier, simplement pour nous signifier que ces photos sont ou en SRVB ou en Adobe RVB. Sélection, dossier rec. Alors ici, c'est tout simplement pour choisir le dossier dans lequel vous allez enregistrer vos données. Il vous propose des fichiers par défaut, donc à vous de choisir. Créer d'un dossier. Vous allez pouvoir créer un dossier personnalisé par rapport au stockage de vos données. C'est vous qui allez donner le nom du dossier que vous allez vouloir. Nom du dossier, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Standard ou date. Alors standard, ce sera le dossier que vous avez sélectionné précédemment. Date, ce sera la date à laquelle vous allez faire vos photos ou vos vidéos. On revient en arrière. Réglage fichier, là, vous pouvez voir qu'on a la petite icône de film, alors que précédemment, on avait la petite icône de photo. Donc ici, les réglages que vous allez faire, ce sont les mêmes réglages qu'on a fait précédemment, mais dédiés à la vidéo. Ensuite, récup BD image. Ici, c'est un petit peu compliqué, parce que BD signifie base de données des images.
grâce à ce menu, vous allez pouvoir réparer, si vous voulez, enfin tenter de réparer une carte SD qui aurait été endommagée d'une raison X ou Y. Alors endommagée pas physiquement, hein, mais numériquement parlant. En cliquant ici, on va pouvoir essayer de récupérer un petit peu toutes les informations des images qui sont un petit peu éparpillées sur la carte SD et les rassembler de manière à ce que vous allez pouvoir la relire sur un ordinateur et retravailler vos photos. Affichage, info, support. Bon, bah, comme son nom l'indique, hein, on a les informations des supports SD qui sont présentés. Là, j'ai le nombre de photos que je peux faire en format RAW et le temps que je peux enregistrer un film en 4K sur ma première carte SD. Et si je clique sur OK, je regarde info support, ma deuxième carte. Voilà, j'ai les informations pour ma deuxième carte. Ça permet de savoir un petit peu où on en est. Version, eh bien tout simplement, ça me donne le numéro de version du micro-logiciel de mon appareil photo. On voit ici que c'est un A7R4 et que ma version de micro-logiciel est la 1.2, donc je suis à jour au jour d'aujourd'hui. Menu, toujours options, page 7 sur 7. On est maintenant à la dernière page de ce menu. Sauvegarde, chargement, réglage. Alors, si vous vous rappelez bien de ma méprise dans le caméra 1 lors de ma présentation d'un menu, eh bien, je m'étais trompé et en fait, c'est ici que vous retrouverez la sauvegarde des réglages de votre appareil photo, de tous les réglages de votre appareil photo, c'est-à-dire que lorsque vous avez fini de paramétrer votre appareil photo, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur sauvegarder, sauvegarder nouveau, voilà. Et là, les réglages que j'ai établis sur mon appareil photo sont sauvegardés. Et si je me trompe dans un menu, que je n'arrive pas à revenir en arrière ou à trouver ce que j'ai modifié, je peux revenir ici, je fais charger. Voilà. Et il me propose la sauvegarde de mon dernier paramétrage en me donnant la date et l'heure à laquelle j'ai effectué cette sauvegarde. Ce qui, comme ça, me permettra un petit peu de savoir où je mets les pieds et où j'en étais dans mes réglages. Rétablir le réglage. Alors attention, méfiance, cela ne veut pas dire que vous allez réimporter les réglages que vous avez sauvegardés. Non, non, ça c'est dans le menu qui est au-dessus. Je vous rappelle, sauvegarde, chargement. Si vous voulez réimporter le réglage des paramétrages de votre appareil photo, il faut venir dans chargement. Ici, rétablir les réglages, cela signifie en tout et pour tout une réinitialisation complète de votre appareil photo. C'est-à-dire que vous allez retourner au réglage d'usine de votre appareil photo. Alors, ça peut être intéressant dans certains cas, si l'on veut faire un reset complet de son appareil photo, mais attention, vous pouvez perdre certains réglages que vous n'avez pas sauvegardés avec le menu au-dessus. Et bien voilà, le menu options a été décortiqué. J'espère que j'ai été assez clair, que ce que je vous ai expliqué est très compréhensif. Si vous n'avez pas vu caméra 1 et caméra 2, je vous invite à aller les visionner. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à bientôt et au plaisir.